t'as cliqué sur cette vidéo en croyant que je vais te réconforter et te dire des trucs du style Oh, ne t'en fais pas, mon petit coquelicot, tu vas y arriver, n'abandonne pas. alors t'as vraiment raté ta vie, espèce de loser. La dernière fois, j'étais en train de débattre avec ma mère sur un sujet. On était en train de parler de quelque chose de random. Et puis en fait, au fur et à mesure de la discussion, on a commencé à débattre sur la question de est-ce que avoir un enfant c'est égoïste ou pas. En gros, ce que je voulais dire par là, c'était que est-ce que quand tu veux faire un enfant, est-ce que tu penses vraiment à l'enfant ou tu penses plus à toi et à ton petit ego. Et bien sûr, nos visions étaient opposées, diamétralement opposées même, je dirais. Parce que moi, j'ai une vision où je me dis genre, mais tous ceux qui font des enfants en fait, genre, mais en fait, selon moi, je me dis, il y a beaucoup de parents, vous êtes juste égoïstes en fait. Genre, vraiment, genre. Déjà, ne parlons pas des parents qui n'ont pas les moyens d'assumer un enfant, ne parlons pas des parents qui sont abusifs envers leurs enfants, ne parlons pas des parents qui font des enfants uniquement pour leur petit ego, uniquement pour se dire, ah, j'ai un enfant, mais derrière, ils s'en occupent pas. Ne parlons pas, en fait, il y a plein de cas différents. Et justement, c'est pour cette raison que je suis opposé, enfin, que personnellement, je m'étais dit, en fait, non, genre, moi, faire des enfants, c'est mort. Genre, pourquoi faire un enfant? C'est quoi ce délire? Et puis, au fur et à mesure de notre discussion, je m'étais posé la question, au final, d'où vient cette volonté de ne pas vouloir faire d'enfant? J'ai remis en question ma propre pensée et j'en suis arrivé à la conclusion que cette volonté de ne pas faire d'enfant provient probablement d'une forme de nihilisme. A contrario, par exemple, des personnes qui vont dire waouh, la vie c'est super, il faut que la vie prospère. Par exemple, tu poses la question à quelqu'un, que ce soit un homme ou une femme, genre est-ce que faire des enfants c'est égoïste ou du moins est-ce que tu veux faire des enfants? Généralement, la personne qui va dire oui, c'est beau les enfants, enfin, c'est une personne qui va idéaliser la vie, qui va se dire oui, c'est quelque chose de beau et enfin, genre c'est la vie. Et à contrario, on a les gens un peu comme moi qui sont en mode mais non, mais t'es un ouf, mais t'imagines pas, si l'enfant il souffre, t'imagines après il a des maladies, t'imagines tu fais l'enfant, mais après l'enfant il grandit dans un environnement genre qui est chaotique, genre dans quel monde en fait va vivre ton enfant? C'est vraiment cette question que je me pose en fait lorsque par exemple j'ai affaire à quelqu'un qui me dit genre oui je veux des enfants, genre ma question c'est genre dans quel monde tu vas laisser ton enfant? Mais la question que je me suis posée à la fin de ce débat, c'est au final, d'où vient en fait cette volonté de ne pas faire d'enfant? Est-ce que ça provient d'une peur ou est-ce que ça provient de l'amour, mais avec un grand A? Et Faust dit « Quel est ton nom ?» Il répondit « Je suis l'esprit qui nie, et à juste titre, car tout ce qui existe est digne d'être détruit. Il serait donc mieux que rien n'existant. Ainsi, tout ce que vous nommez péché, destruction, bref, ce qu'on entend par mal, voilà mon élément. » Et en fait, je réfléchissais et tout à la période où j'étais en dépression. Et je m'étais dit en fait que dans la vie, il y a toujours deux énergies qui sont en constante lutte. Il y a ce que j'appelle l'énergie vie et il y a l'anti-vie. C'est comme en fait, il y a la matière et l'anti-matière. C'est bizarre, mais dans ce monde, il y a toujours en fait deux énergies qui sont contraires et qui sont constamment en lutte. C'est comme par exemple, si je te prends l'exemple de la lumière et de l'ombre. Là, j'ai un softbox qui m'éclaire. Bah en fait, sans ça, la pièce est sombre. Mais justement, mon éclairage a besoin de l'ombre pour exister. Autrement dit, les deux en fait sont complémentaires. Cet exemple, en fait, on peut le ramener à ce que j'essaie d'expliquer. C'est-à-dire que dans la vie, il y aura toujours deux énergies contraires. Il y aura toujours ce que tu veux, c'est-à-dire l'énergie vie, slash la lumière, et il y aura toujours l'ombre, slash les ténèbres, slash l'anti-vie. En fait, ces deux énergies sont constamment en perpétuelle lutte. Et ça, tu peux le remarquer, par exemple, lorsque tu veux faire quelque chose. Généralement, pour la plupart des gens humains, genre si t'es pas humain, c'est normal, mais genre si t'es un humain normal, tu remarqueras qu'il y aura toujours une forme de résistance, genre il y aura toujours, ce sera pas facile à faire. C'est comme moi par exemple, la première vidéo que j'ai faite en me montrant face cam, j'étais vraiment pas très à l'aise. C'est-à-dire en fait que il y avait une résistance. D'un côté je voulais, mais de l'autre je ne voulais pas. C'est bizarre à dire comme ça, mais c'est comme si en fait il y avait une forme de résistance qui m'empêchait de vouloir faire ce que je veux. Et ça, je pourrais prendre d'autres exemples de ma vie, mais je pense que tu vois là où je veux en venir, c'est que quand tu veux faire quelque chose, que ce soit prendre un risque, entreprendre, aller parler à une fille, aller parler à un groupe, sortir de ta zone de confort, je sais pas, genre faire peu importe, il y aura toujours une forme de résistance. Et en fait, c'est cette résistance que moi j'appelle l'énergie anti-vie. Et cette énergie anti-vie, elle est présente partout. Elle peut être présente en toi, bien sûr, mais elle est aussi présente chez les autres. C'est comme par exemple l'exemple des personnes qui ne te supportent pas, l'exemple des personnes qui te critiquent. Pour moi, c'est une énergie anti-vie. Parce que l'énergie anti-vie, elle est toujours contraire à l'énergie vie. Elle est toujours contraire à tes rêves, à tes objectifs, à tes aspirations. Et l'énergie vie, pour moi, c'est ce que tu veux vraiment faire. C'est ce que tu veux réellement.
Mais là où c'est subtil, et là vraiment j'ai besoin de toute ton attention, parce que ce que je vais expliquer c'est profond, mais là où c'est subtil, c'est que à premier abord, on pourrait se dire que cette énergie anti-vie, elle est uniquement présente au travers des critiques des autres, au travers de nos pensées négatives. Mais c'est plus subtil que ça en fait. L'énergie anti-vie, elle est présente partout. Quand je te dis partout, c'est partout. Que ce soit au travers des critiques des gens extérieurs, que ce soit au travers des émotions négatives que tu peux ressentir, que ce soit au travers des pensées que les autres te mettent dans la tête, qui te séduisent et qui te font croire que c'est la voie à suivre. Et là, par exemple, je peux prendre l'exemple du mouvement Red Pill Alpha Sigma, qui te font croire que, voilà, être un homme, c'est, voilà, genre ne pas montrer ses émotions, être fort, s'isoler dans une cave tel un moine. Pour moi, justement, ça, c'est une énergie anti-vie. C'est comme par exemple les gens qui sont, on va dire, ultra pessimistes sur le monde, qui te disent de toute façon le monde va mal, la France va mal, partout ça va mal, oh purée, le paradis c'est mieux. Pour moi, ça, c'est une énergie anti-vie. Je suis désolé de dire ça, je vais peut-être dire quelque chose qui va choquer beaucoup de personnes, mais pour moi, croire que bercer dans l'illusion des centaines de millions de personnes en leur faisant croire qu'il y aura une vie meilleure après et que c'est pas grave s'ils vivent une vie merdique ici, c'est vraiment, pour moi, c'est une énergie anti-vie en fait, genre vraiment. Parce que si tu crois réellement que c'est au paradis que tu vivras une vie meilleure et que genre ici c'est pas grave, on peut attendre, genre on attend, on est là, genre on fait rien, on attend et on vit une vie merdique, mais de toute façon c'est pas grave parce que bientôt on ira au paradis et genre tout ira bien. Genre pour moi en fait t'es dans le déni en fait. Je suis désolé de te dire ça, mais t'es dans le déni. T'es dans une forme d'illusion. Pour moi, ça aussi, ça représente une énergie anti-vie. Pourquoi je dis ça? Parce que tu es dans une forme d'illusion. En fait, tu places tes espoirs en quelque chose d'extérieur à toi. Et c'est pour ça en fait que moi, je considère que ça, c'est une énergie anti-vie. C'est une énergie qui est là pour te détruire plus qu'autre chose. Parce que soi-disant, il y aura un monde meilleur après, peut-être, mais le plus important, c'est pas ça. Le plus important, c'est maintenant. Le plus important, c'est pas de se dire, j'espère qu'après, il y aura un monde meilleur. Non, genre, non. Et si y a rien, genre comment tu fais? Genre, tu vas me dire que t'as vécu une vie, t'as vécu, je sais pas, 30 ans, 40 ans, 50 ans, une vie merdique ici, et tu vas me dire en fait que, bah, t'attends une vie, t'espères une vie meilleure après, mais s'il y a rien après, en fait, genre, comment tu fais? En fait, l'énergie anti-vie se trouve partout, mais genre littéralement. Elle se trouve dans tes pensées, dans tes habitudes, dans les pensées que les gens peuvent te transmettre, dans les paroles que les gens peuvent te transmettre, dans les actes que les gens peuvent faire. Si quelqu'un t'agresse, pour moi, y a pas photo, c'est une énergie anti-vie. Les gens qui fument à côté de toi, ça aussi c'est une énergie anti-vie. Et tous les Je suis désolé, tous les fumeurs, j'ai rien contre vous, hein, mais s'il vous plaît, arrêtez de fumer à côté de nous, genre vraiment arrêtez. Les faux potes, les faux amis, énergie anti-vie. Les potes, soi-disant un pote qui te supporte pas, énergie anti-vie. L'énergie anti-vie est littéralement partout, en fait. Il y a trop d'exemples, je pourrais pas les citer. C'est partout, littéralement. Et c'est pour ça, en fait, que quand j'ai pris conscience de ça, je me suis dit, en fait, que la vie, c'est une guerre perpétuelle. Une guerre perpétuelle entre toi, qui normalement doit représenter la vie, et entre l'énergie anti-vie qui est partout. Parce que quand tu voudras faire quelque chose, tu auras forcément de la résistance. T'attends pas à ce que les choses soient faciles lorsque tu veux faire quelque chose. Tu auras forcément de la résistance. Tu auras forcément des critiques. Tu auras forcément des pensées négatives. Tu auras forcément des gens qui te diront que t'es pas capable de le faire. Tu auras forcément des gens qui vont te rabaisser. Tu auras forcément des tentations. Tu auras forcément des gens qui vont essayer de te convaincre que leur manière de penser, c'est la bonne. Tu auras forcément des gens qui vont te séduire, mais pour te détruire. Tu auras forcément des gens qui seront là uniquement pour profiter de toi et de ton argent et de ce que tu peux leur apporter. En gros, des profiteurs. Et tu auras forcément, tu auras toujours ces personnes-là, en fait. Tu auras toujours l'énergie anti-vie est vraiment présente partout. So you see this later with Adam, because God gives Adam the job of naming all the animals, and it's sort of like the animals don't actually exist in some sense till they're named. We can't really get a grip on something before we have a name for it, which is why, for example, you all have names, and everything that you encounter has to have a name, because before it has a name, it's just kind of part of the blurry background. It's something like that. You could say it exists before it has a name, and that's true, but it's also true that it doesn't exist before it has a name, because as soon as you give something a name, its nature changes.
Avant, quand j'étais dans cette période très sombre de ma vie, je mettais pas des mots sur ce que je ressens. Mais maintenant, heureusement que j'arrive à mettre des mots sur ce que j'ai en tête. Et donc, si tu arrives à mettre des mots sur ces énergies-là, moi j'appelle ça anti-vie, mais tu peux appeler ça comme tu veux, tu pourras mieux combattre. Parce que la réalité des choses, c'est que tu peux pas combattre quelque chose que tu ne vois pas. Tu ne peux pas combattre quelque chose que tu ne peux pas identifier. Tu ne peux pas combattre un ennemi qui est invisible. C'est comme si en fait je te dis, vas-y, pars à la guerre, mais sauf que l'ennemi il est invisible. Tu peux pas le définir, tu peux pas dire ça, c'est ça. Non, genre tu peux pas combattre dans ces conditions. Donc en fait, c'est pour ça que je pense réellement que lorsque tu es capable de mettre des mots sur ce que tu ressens, eh bien, tu seras capable de mieux combattre ces choses-là par la suite. C'est très important de définir ce que tu ressens et de mettre des mots sur ce que tu ressens. De mettre des mots sur ces énergies que moi j'appelle anti-vie. La raison pour laquelle il y a toujours une énergie qui est opposée à l'énergie primaire qui est la vie, c'est parce que c'est la mort qui donne de la valeur à la vie. Il y avait une période de ma vie où je me sentais vraiment pas bien. Je dirais même on va dire que j'étais dans une forme de dépression. Et en fait, à ce moment-là de ma vie, j'étais très irrationnel. C'est-à-dire en fait que je me fiais beaucoup à mes émotions et j'avais pas cette stabilité en fait que t'as lorsque t'es serein. C'est-à-dire en fait que je m'identifiais beaucoup à des pensées du style tu vaux rien, tu sers à rien, tu compteras jamais aux yeux de personne, tu resteras seul toute ta vie. En fait, j'avais plein de pensées négatives et en fait, j'arrivais pas à me détacher de ces pensées-là. C'est justement ce qui arrive lorsque tu es dans une tempête ou lorsque tu te sens vraiment triste. Je dirais à la limite lorsque tu es en dépression, même si j'aime pas trop ce mot, c'est que en fait tu vas avoir beaucoup de mal à te détacher de ce que tu ressens et tu vas beaucoup t'attacher à tes émotions, ce qui fait en fait que tu vas être dans une forme d'irrationalité. C'était exactement mon cas. J'étais très irrationnel et en fait je m'attachais beaucoup à mes émotions. En fait je le faisais vraiment de manière inconsciente. C'était pas genre je voulais m'attacher à ces pensées-là. Non, c'était genre je le faisais mais en fait de manière inconsciente. C'est comme si en fait c'était en mode automatique quoi. En fait, ce qui me fume, c'est que j'étais tellement attaché à mes émotions que limite, en fait, je croyais toutes ces pensées-là, en fait. J'étais tellement dans une phase, on va dire, négative de ma vie, dans une sorte de gouffre, qu'en fait, pour moi, toutes ces pensées-là, en fait, je pensais qu'elles étaient réelles et je m'identifiais tellement à elles que je pensais que ces pensées-là disaient la vérité et que c'était la vérité. Sauf qu'en fait, avec du recul, et heureusement que j'en suis sorti, en fait, je me rends compte que c'est tout simplement faux, en fait. C'est pas parce que actuellement tu ressens des émotions négatives, c'est pas parce que t'as des pensées négatives que forcément ces pensées négatives reflètent la réalité. Je dirais même que généralement, c'est tout le contraire. Et en fait, l'une des choses les plus difficile, c'est de réussir à se détacher de ses pensées, qu'elles soient négatives ou positives. Et je vais te prendre un exemple. Moi, avant, j'étais une personne qui était très instable émotionnellement, c'est-à-dire en fait que je m'attachais beaucoup à mes émotions. Et en fait, lorsque par exemple, je réussissais un truc ou lorsque tout allait bien, j'étais ultra content en mode « Ouais, super, ouais, ouais !» Et quand je ratais quelque chose, genre j'étais vraiment down, genre j'étais vraiment en mode « Oh putain !» Pourquoi? Ce qui veut dire en fait que quand tout allait bien, j'étais ultra haut émotionnellement et quand il y avait juste un petit truc qui allait mal, j'étais ultra bas émotionnellement. Donc en fait, ça faisait genre des va-et-vient, genre j'étais haut émotionnellement, bas émotionnellement. Et en soi, on peut se dire, oui, mais c'est une bonne chose, il faut être connecté à ses émotions, mais en fait, en vrai de vrai, sur le long terme, c'est le meilleur moyen de te détruire, genre littéralement. En fait, une fois que j'ai su me détacher de mes émotions, qu'elles soient positives ou négatives, en fait, c'est comme si tu ne t'identifies plus au travers de l'émotion, mais tu t'identifies au travers de rien. Observer juste en fait. T'es juste dans un stade d'observation et c'est justement ça que j'ai appris à faire, c'est à observer mes émotions, à me dire en fait que je ne suis pas ce que je ressens. C'est pour ça en fait que maintenant quand je réfléchis à un truc, je suis plus en mode ouais non, en fait j'ai même envie de dire que je suis limite stone, genre je suis en mode ok tu vois. Parce qu'en fait je sais que si je suis trop attaché à mes émotions, et bien en fait lorsque quelque chose va aller mal, en fait je vais aller mal en fait et genre je vais me rouler par terre, je vais pleurer, enfin je serai dans une forme de dépression. Avant, ce que je ressentais beaucoup, en fait, c'était une forme de solitude. Je me sentais très très seul et j'étais très attaché à cette émotion-là. Ce qui fait que j'avais pas conscience que cette émotion, ce n'est pas moi, mais c'est une émotion externe à moi qui me montre juste que j'ai des besoins.
J'avais pas la rationalité de me dire, mais mec, genre, juste sois logique. Genre, si actuellement tu te sens seul, quelles sont les actions que tu peux mettre en place pour sortir de cette solitude? C'est logique que si tu restes dans ta chambre à te ruminer, que tu vas rencontrer personne. Et ça, genre, c'est quelque chose que, enfin, si actuellement tu ressens une forme de solitude ou si avant t'as pu expérimenter une forme de solitude, bah en fait, c'est quelque chose qui est juste logique en fait. Genre, vraiment, genre, en fait, tu t'attends à quoi en restant dans ta chambre, genre? Tu t'attends à quoi en restant chez toi? Et c'est vraiment la question que je me suis posée en fait. Mais mec, tu t'attends à quoi en restant chez toi, enfermé dans ta chambre et à ruminer avec ces pensées négatives? Tu penses que tu vas rencontrer des gens en faisant ça? Tu penses réellement que tu vas sociabiliser en faisant ça? Tu penses réellement que tu auras un impact dans le monde en restant dans ton coin? En fait, je pense qu'il faut juste par moment faire preuve de rationalité. Il faut juste être rationnel par moment. Si par exemple actuellement tu es dans une tempête, peu importe, hein, ça peut être la solitude, la dépression, une addiction, la drogue, l'alcool, une rupture, peu importe en fait tes difficultés, essaye d'être rationnel, pense avec ton cerveau. C'est pas pour rien que aujourd'hui l'homme c'est l'animal le plus puissant au monde. Parce que tant bien même on est faible, tant bien même qu'on a un corps de lâche, on va se l'avouer, on a un corps de lâche, la vérité on tient pas une seconde face à un gorille, tant bien même physiquement on n'est pas les plus évolués, on a l'une des armes les plus dangereuses, et l'une des armes les plus dangereuses, c'est ton cerveau. Et ce qui est triste, malheureusement, c'est que de nos jours, il y a beaucoup de personnes qui utilisent l'arme la plus dangereuse qu'ils possèdent, non pas comme une arme pour s'élever eux-mêmes, mais en fait, ils utilisent leur propre intelligence pour se détruire eux-mêmes. C'était exactement le cas dans lequel j'étais avant. Genre, c'est-à-dire en fait que c'est comme si j'avais l'impression que j'utilisais mon intelligence pour me détruire moi-même. Genre, en fait, c'est comme si tu vas trouver toutes les raisons possibles pour te détruire, pour te dire que tu ne mérites pas quelque chose, que tu es une merde, que tu es inutile, que tu vas jamais rien réussir. Tu vois, genre, mais enlève ces pensées de ta tête, genre, en fait. Genre, c'est pas vrai, en fait. Sois rationnel un peu. Arriver à mettre de la rationalité là où nos émotions nous poussent à être irrationnels. En fait, il faut que tu apprennes vraiment à utiliser l'arme la plus puissante que tu possèdes, c'est-à-dire ton cerveau, comme une arme pour t'élever. La première étape, c'est de commencer à te détacher de tes émotions. Qu'elles soient positives ou négatives, j'en ai rien à foutre, genre. Même si t'as l'émotion la plus positive du monde, qu'il y a un truc de fou qui vient d'arriver, je sais pas, t'as reçu 1 million d'euros sur ton compte en banque, mec, la vie, en fait, faut savoir que rien n'est définitif. Et donc, prends quand même du recul sur cette émotion. Tout comme lorsque tu ressens des émotions qui sont très négatives, prends du recul, prends de la distance. Et pour moi, c'est l'un des meilleurs moyens de te protéger, non seulement avec tes émotions, mais aussi avec les gens, genre. Mets de la distance avec les gens, ne sois pas trop proche d'eux. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Cette vidéo est une vidéo ASMR. ASMR. Écoutez le bruit des feuilles. Dernièrement, j'étais tombé sur un concept qui s'appelle l'entropie. Et justement, c'est un concept scientifique qui dit en fait que l'univers a tendance à s'homogénéifier au cours du temps, à se déstructurer. Et en fait, pour que tu comprennes bien ce que je veux dire par là, toute chose a une structure. Toute chose est structurée, toute chose dans ce monde est ordonnée. Il y a un ordre dans toute chose. Et le concept de l'entropie, il dit que les particules et les atomes de chaque élément, au cours du temps, ont tendance à se désolidariser, c'est-à-dire à devenir homogènes. Et ça, en fait, c'est quelque chose qu'on peut voir par exemple avec tout et n'importe quoi, que ce soit avec des feuilles mortes. On peut voir ça avec notre propre corps, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure du temps, le corps il a tendance à devenir de moins en moins jeune, de moins en moins vif, et c'est que en fait le corps se décompose et il redevient poussière. Et c'est exactement ça en fait le concept de l'entropie, c'est-à-dire que chaque chose a tendance à se déstructurer, à être étirée, orientée vers un état de chaos. Et donc, ce concept, il m'a littéralement fait faire une mie blanche. La dernière fois, j'avais regardé un documentaire où en fait, c'était un mec qui disait que si on place une pomme dans un cube qui est fermé et qui est complètement isolé de l'extérieur, et bien en fait, ce qui va se passer, c'est que obviously, la pomme va commencer à pourrir, elle va commencer à se déstructurer, à se décomposer. Et puis au fur et à mesure, la pomme d'origine, et bien en fait, elle va se transformer en rien. C'est-à-dire, ce sera juste des particules qui vont bouger n'importe où de manière aléatoire. Et en fait, la pomme, si on revient par exemple 100 ans ou 1000 ans après, bah en fait, ce sera juste des particules et de l'énergie. Et à un moment, ce mec, il dit que c'est un physicien, et je sais pas si c'est une théorie ou si c'est quelque chose de vrai. Si par exemple, il y a des scientifiques qui regardent cette vidéo, bah, pourraient me dire, mais en fait, il disait que la pomme, à un moment donné,
et c'est compliqué à expliquer, c'est pour ça que je prends mon temps, c'est qu'elle va avoir la potentialité de devenir tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que cette pomme qui pourrit et qui devient juste un amas d'énergie avec des particules qui sont constamment en mouvement, eh bien, à un moment donné, si on laisse cette pomme qui, au fur et à mesure, devient juste de l'énergie qui bouge un peu n'importe comment, des particules qui bougent n'importe comment, si on laisse ce truc, cette énergie, pendant une durée infiniment longue, ce qui va se passer, c'est que la pomme va devenir tout ce qu'elle peut devenir. C'est-à-dire qu'elle va se transformer, je sais pas, en chaussure, en caméra, en petit arbre, en tout ce qu'elle peut potentiellement devenir. Pour être un peu plus clair, les atomes d'une pomme, les particules d'une pomme ont des états dans lesquels ils peuvent être. Et ce physicien, il disait que les états dans lesquels la pomme peut être, ce sont des états qui sont finis. Si je te prends un exemple, disons qu'il y a une particule et elle peut être que dans 10 états différents. En fait, c'est la même chose par exemple pour un objet physique. Les particules d'un élément physique peuvent être dans un nombre d'états bien définis. Ce qui fait que, comme on sait que toute matière est faite d'atomes et de particules, et si tu sais pas c'est quoi un atome, bah genre t'as fait quoi à l'école en fait, mais toute matière est faite d'atomes et de particules. Et ces particules peuvent être dans un nombre d'états bien définis. Et c'est à partir de ce nombre d'états bien définis que la structure se crée. Et donc, ce mec, il disait que si on laisse une pomme dans une boîte qui est complètement isolée du monde extérieur pendant une durée infiniment longue, ce qui va se passer, c'est que la pomme va parcourir tous les potentiels états dans lesquels ces particules peuvent être, c'est-à-dire que tous les états en fait des particules vont être exploités, et si on laisse cette pomme pendant une durée infiniment longue dans cette boîte, à un moment donné, ce qui va se passer, c'est que la pomme qu'on a mis au début dans cette boîte, eh bien, elle va réapparaître. Et en fait, ça va faire ça dans une sorte de cycle. Mais ce que ça veut dire, c'est que, et c'est quelque chose de très profond, et j'y pensais la dernière fois, j'ai littéralement fait une nuit blanche, le chaos a la potentialité de devenir tout et n'importe quoi. C'est lorsque les choses sont chaotiques qu'il y a la plus grande potentialité de créer de la structure. Et donc, ce que ça veut dire, c'est lors des moments les plus chaotiques que les plus grands changements se produisent. Et ce, que ce soit dans ta vie personnelle ou que ce soit, par exemple, tout simplement dans la société en général. Les plus grands changements se sont toujours produits lors des plus grandes crises, que ce soit économique, sociale, que ce soit la guerre, que ce soit n'importe quel type de crise. Moi, c'était exactement ce qui s'est passé, c'est-à-dire en fait que j'étais dans une situation chaotique, je savais plus ce que je devais faire, je faisais quelque chose que j'aimais pas, je faisais des études que j'aimais pas. Et donc, pour moi, à ce moment-là, c'était une situation chaotique parce que j'étais malheureux et que j'étais tout simplement pas épanoui. Mais en fait, je remercie ce chaos d'avoir eu lieu parce que sans lui, j'aurais jamais pu changer tout ça. Sans lui, j'aurais jamais pu prendre les décisions que j'ai prises et me dire vas-y, fuck, j'arrête tout ça et je fais quelque chose qui me plaît vraiment. Faut plus le voir comme ça que comme un poids. Faut plus voir les événements chaotiques comme une occasion de pouvoir effectuer les plus grands changements. Parce que en réalité, en fait, tu ne peux pas opérer les plus grands changements sans avoir une sorte de chaos. Tu ne peux rien créer à travers une structure. Tout ce que tu peux créer se crée à partir du chaos, à partir d'une forme de déstructuration. Et c'est exactement ce que Dieu a fait pour créer ce monde. Et même si tu crois pas en Dieu, je pense que c'est exactement comment le monde s'est créé. Le monde a pu se créer uniquement à partir d'une forme de non-structuration. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune structure, rien n'était établi, il n'y avait aucun ordre, il n'y avait aucune hiérarchie. On a besoin d'événements chaotiques. Et là, je peux prendre l'exemple, par exemple, des films, des séries, des mangas, de la culture. Dans toute histoire, on n'aime pas quand c'est trop ordonné. Dans toute histoire, on n'aime pas lorsque le héros principal, il est là et en fait, tout se passe bien. On adore les événements chaotiques. On adore lorsqu'il y a du drama. On adore lorsqu'il y a des histoires sombres. On adore lorsque le héros principal doit confronter quelque chose et qu'il y a le chaos tout d'un coup. Qu'au début, c'est ordonné, mais qu'après, il y a quelque chose auquel on s'attend pas forcément. Et c'est justement ces histoires qu'on adore. Pourquoi ? Parce qu'il y a le chaos qui est incorporé dans ces histoires. Et si le chaos ne serait pas là dans ces histoires, ça serait tout simplement nul et ennuyant. Le chaos que tu ressens, ce n'est pas négatif. Au contraire, c'est quelque chose de très positif parce que c'est pour toi une opportunité d'opérer les plus grands changements. De dire fuck à cette vie que tu n'aimes pas, peut-être ces études que tu n'aimes pas, je sais pas, ta famille qui ne te montre pas de respect, je ne sais pas quelle est ta situation. Ce qui est sûr, c'est que le chaos dans lequel tu es, c'est l'occasion d'opérer les plus grands changements. Et en fait, c'est à toi de décider vers où tu veux amener le changement, vers où tu veux amener ce chaos. Et moi, je te conseille de faire comme Dieu si tu es religieux. C'est-à-dire d'emmener ce chaos vers une construction totale.
And so there's this idea lurking underneath these initial lines that God is akin to that which confronts the unknown and carves it into pieces and makes the world out of its pieces. And the thing that it confronts is something like a predatory reptile or something like a dragon. And I think part of the reason for that is how human beings created our world. Like we went out beyond the confines of our safe spaces, let's say, defined by the tree or defined by the fire, and we actively voyaged outward to the places that we were afraid of and didn't understand, and conquered and encountered things out there like mammoths and snakes and predators of all sorts. And as a consequence of that active, brave engagement with the domain of what we did not understand, the terrifying domain of what we did not understand, that the world in fact was generated. Moi aussi, avant, j'étais genre dans cette optique où je me disais, où en fait je me mentais à moi-même et genre j'utilisais ces soi-disant techniques de fraude comme les affirmations positives. Pour soi-disant aller mieux, sauf qu'en vrai, c'est juste totalement du bullshit. Et j'étais dans ce déni-là, c'est-à-dire que je me disais, je suis bien, je suis fort. Mais comment tu peux dire que t'es fort lorsque tu confrontes pas les choses que tu dois confronter, genre? Comment tu peux oser dire que t'es fort lorsque t'es pas capable de savoir gérer tes émotions, d'être à l'aise socialement? Comment tu peux dire que t'es fort lorsque tu sais que t'es pas dans une position financière assez aisée? En fait, pour moi, je pense que parfois, en tant qu'humain, on se ment trop à nous-mêmes et je pense que c'est important de se dire la vérité, de se dire les 4 vérités, d'assumer ce qu'on est entre guillemets pour devenir plus. Et donc cette notion de la confrontation entre toi et le chaos, entre toi et une sorte de monstre, le monstre qui est la personnification de ce que tu dois confronter, ce qui te limite entre guillemets, ce qui t'empêche de vouloir faire ce que tu veux réellement faire, en fait, il y a aussi cette notion dans la culture. Et là, je peux prendre un exemple tout bête, je suppose que tu as déjà regardé Le Roi Lion, mais en gros dans ce film, à un moment du film, on a Simba qui part du royaume et à un moment, il est dans la jungle et il a une vision de son père qui lui dit tu as abandonné le royaume, tu as oublié qui tu es, et tu n'es pas censé être là. Tu sais où est ta place. Mais le problème, c'est que Simba, il veut rester dans cette sorte d'enfance où il veut pas trop assumer ses responsabilités. Il veut rester un gamin et en quelque sorte, il n'a pas envie d'assumer le rôle du roi, le rôle de celui qui doit mener toute une tribu. Le rôle de celui qui doit régner. Mais donc en fait, il a ses visions de son père et je crois que c'est à ce moment-là du coup qu'il décide de retourner dans son royaume. Et lorsqu'il retourne dans le royaume, en fait, il voit que c'est complètement chaotique, c'est-à-dire que tout a été détruit. Et du coup, en fait, il combat, je crois, le mec qui s'appelle Scar. Une bagarre s'ensuit, une confrontation s'ensuit. Et donc du coup, après, ce qui se passe, c'est qu'il gagne. Et l'ordre, au fur et à mesure du temps, quelques temps après, l'ordre revient dans le royaume. Et donc en fait, tout ça pour te dire que cette notion de la confrontation, elle est présente partout, dans tous les films que tu vas voir et dans presque toutes les œuvres que tu vas voir. Mais je pense que dans la vie aussi, en fait, c'est réel, c'est pas que fictif. C'est-à-dire qu'il y a une confrontation entre toi et des énergies qui représentent le chaos. Si t'es pas capable d'affronter ces énergies-là, eh bien en fait, selon moi, elles te hanteront en fait. Elles te hanteront. Comme Simba a été hanté par son père qui lui a dit « tu n'es pas à ta place » et en fait tu sais où est ta place, tu sais ce que tu dois faire. Et c'est ça le pire en fait, c'est que quand tu veux pas affronter quelque chose, eh bien en fait ça te hante l'esprit et tu peux pas être en paix en fait, t'es pas tranquille. Tu peux pas être en paix si tu fais pas la guerre. Ah putain. Non, mon petit coquelicot, la fuite ne marche pas. J'ai oublié ce que je voulais dire, putain. Ce n'est pas la drogue, les médicaments, les antidépresseurs ou tous les produits chimiques que tu peux prendre pour t'éloigner de la vérité. Il y a beaucoup de gens, lorsqu'ils souffrent dans leur vie, ils vont utiliser des substances qui sont tout simplement mortelles et qui vont utiliser ces substances comme une sorte de fuite. Elles vont utiliser ces substances pour fuir la réalité et pour ne pas accepter, pour ne pas confronter ce qu'elles doivent confronter. Comme par exemple la drogue, les médicaments, les antidépresseurs, la junk food, le fait de beaucoup manger pour éviter de confronter une situation. Mais ça peut être aussi des choses banales comme par exemple, je sais pas, binge-watcher Netflix ou vouloir rester enfermé chez soi. Enfin, en tant qu'être humain, on est tous différents et peut-être qu'on a tous des manières de vouloir éviter les choses qu'on veut pas affronter. Mais tu peux essayer autant que tu veux de fuir cette chose, tu peux essayer autant que tu veux de ne pas confronter ça. En fait, ça va te hanter pour le restant de tes jours si tu fais rien. Donc selon moi, la fuite ne marche pas. Malheureusement, si ça marcherait, pourquoi pas, hein. Enfin, c'est pas comme dans la vraie vie en mode ton corps réagit combat versus fuite. Non, enfin, je pense que là, quand on parle de guerre spirituelle, la seule issue possible, c'est le combat.
Si je prends un autre exemple, genre moi par exemple me filmer en public avant, genre jamais je pourrais faire ça. Pourquoi? Parce que je me dirais genre ouais, il y a des gens qui vont me regarder, ça va être gênant et tout, mais enfin je veux dire aujourd'hui en fait je m'en fous en fait, j'en ai rien à foutre. Et pour arriver à ce stade, je pense que t'es obligé de combattre certaines choses, enfin t'es obligé de faire ce dont t'as peur en fait, genre t'es obligé de te confronter à des choses qui sont pas agréables. C'est triste de dire ça, mais tu peux pas être en paix sans souffrir d'une certaine manière. La paix ne se trouve qu'au bout d'une souffrance et d'une sorte de guerre. Et encore une fois, pas forcément physique, mais plus spirituelle et mentale. Si tu veux la paix, tu seras obligé de faire la guerre. Voilà. C'est aussi simple que ça. Que vous soyez un gros penseur ou un émotionnel qui ne maîtrise pas ses émotions, apprenez à utiliser votre intelligence pour prendre du recul sur ce que vous ressentez. Les émotions, parfois, qu'elles soient positives ou négatives, ne reflètent bien souvent pas la réalité. Ce n'est pas parce que tu n'as pas d'amis que tu ne mérites pas d'en avoir. Ce n'est pas parce que tu as échoué cet examen que tu es voué à l'échec. Ce n'est pas parce que il ou elle t'a quitté que tu ne vaux rien et que personne ne va jamais t'aimer. Ce n'est pas parce que tu es seul que tu l'es réellement. Et de même, ce n'est pas parce que tu gagnes que ça veut dire que t'es le meilleur ou que t'es spécial. Non. Apprendre à prendre du recul sur ses émotions, c'est faire preuve d'amour envers soi-même, c'est savoir utiliser son intelligence non pas pour se détruire, mais pour se construire, pour s'élever. Alors, qui que vous soyez ou que vous regardiez cette vidéo, vous n'êtes pas ce que vous ressentez, vous n'êtes pas la peur, vous n'êtes pas la dépression, vous n'êtes pas votre passé et surtout, vous n'êtes pas ce que les autres disent de vous. Retenez que nombreuses seront les énergies qui tenteront de vous mener à la mort. Nombreuses sont les pensées qui te diront que tu n'es pas assez, que tu ne mérites pas, que tu n'es pas légitime, que tu ne vaux rien. Ces énergies anti-vie pullulent où que tu sois. Elles sont partout et omniprésentes, en toi tout comme à l'extérieur de toi. Alors je dirais, développe un sixième sens qui te permet de les détecter, car tu ne peux pas combattre un ennemi qui n'est pas visible. Ne t'attache pas à ces énergies, car elles essaieront de te faire croire que tu es ce que tu n'es pas. Apprends à penser contre toi-même, non pas pour te détruire, mais pour repérer un ennemi invisible et sans identité, un monstre qui n'a pas de nom. Et surtout, n'oublie jamais que le plus important, ce n'est pas ce que tu ressens, mais ce que tu fais face à ce que tu ressens. Ok, ça enregistre. Si t'es resté jusqu'au bout de cette vidéo, je suppose que la vidéo t'a particulièrement touché et que tu es peut-être dans une situation assez, on va dire, dépressive où tu ne te sens pas bien actuellement. Et moi, honnêtement, lorsque j'étais dans cette situation, lorsque j'étais en dépression, j'aurais aimé avoir eu quelqu'un sur qui me reposer, sur qui, on va dire, compter, dans le sens où j'avais personne vers qui me tourner à cette époque. Et parfois, enfin, il y a des gens qui peuvent dire oui, mais t'as bien une famille, t'as bien des parents à qui tu peux en parler, mais parfois en fait le problème c'est que tes parents ou que ta famille ne vont peut-être pas comprendre, et puis peut-être que t'as pas vraiment envie de dire ça à ce genre de personnes. Parfois ça arrive, parfois la famille c'est peut-être pas les meilleures personnes à qui on peut en parler, et donc c'est pour cette raison que j'avais comme idée de créer une sorte de plateforme, de créer une sorte d'endroit où je peux avoir un appel privé avec toi, où tu peux parler, où je vais t'écouter, où je vais te conseiller, mais pas te conseiller comme un psychologue en disant, en étant genre au-dessus de toi et en te disant ce que tu dois faire, ou en te foutant des antidépresseurs, ou en te disant oui fais ci, fais ça. Enfin non, je me considère pas vraiment comme un spécialiste, mais ce que je veux dire c'est qu'une plateforme, enfin un endroit, un appel avec toi, gratuit bien sûr, où je vais t'écouter et te donner des conseils qui ont marché pour moi, où je vais te donner des conseils, on va dire, d'amis. C'est pas des conseils de spécialistes, donc si tu prends un appel avec moi, t'attends pas à recevoir des conseils de spécialistes, mais c'est des conseils qui ont marché pour moi, et c'est des conseils, prends-le plus, si tu prends cet appel avec moi, considère ça plus comme des conseils d'amis, ou comme des conseils d'une sorte de grand frère ou de grande sœur que tu n'as pas, ou que peut-être tu n'as jamais eu la chance d'avoir. Et la raison pour laquelle je voulais faire ça, c'était parce que je suppose qu'il y a plein de personnes aujourd'hui qui ont peut-être pas vraiment les personnes, qui n'ont peut-être personne sur qui compter, qui n'ont personne à qui parler, à qui se confier, qui n'ont peut-être pas envie d'appeler des numéros verts, c'est-à-dire dans des centres d'appel avec plein de personnes. Enfin, le cadre n'est pas le même. Et donc, moi, ce que je voulais faire, c'était, en fait, j'ai essayé de me mettre à la place de la personne qui peut-être était dans le cas dans lequel j'étais avant. Et je me suis dit que, enfin, ouais, genre faire ça, un appel gratuit de 30 minutes, de toute façon,
façon, je sais pas encore comment je ferai ça, mais je mettrai un lien dans la description où tu pourras réserver un appel avec moi et cet appel, ce sera anonyme bien sûr. Et obviously, enfin, il y aura pas de jugement. Peu importe ce que tu me dis, hein, il y aura pas de jugement en fait parce que j'ai aussi été dans ce genre de situation et si vraiment t'as besoin de parler, si t'as juste besoin de conseils, bah je serai là, je serai un peu comme la grande sœur ou le grand frère que tu n'as jamais eu si tu n'as personne vers qui te confier. Maintenant, si tu es très réservé, que tu n'as pas envie de parler, ne le fais pas, c'est pas une obligation. Et c'est juste pour les personnes qui sont peut-être en détresse et qui ont besoin de parler. Que tu sois un homme ou une femme, je prendrai ta demande avec beaucoup de compréhension et d'écoute. Je pense que je mettrai un lien dans la description où tu pourras réserver un appel qui durera 30 minutes, grand maximum, parce que je peux pas faire plus que ça. Mais en tout cas, il est totalement gratuit, totalement offert et tu peux cliquer sur le lien qui sera dans la description ou peut-être en haut de la vidéo pour prendre un appel avec moi. Voilà.